Salut, c'est Lapinic. Donc pour la suite du précédent tutoriel consacré à Renoise 3, toujours en version bêta, mais je vous présente tout de suite, on va dire, le cœur de la grande nouveauté de Renoise 3. Donc c'était pas, comme on l'a vu tout à l'heure, une grande une révolution sur le plan de l'interface. L'interface a juste été remaniée pour être plus optimale, optimisée, plus cohérente. Je vous présente donc au fond l'innovation majeure au cœur de Renoise 3, c'est la nouvelle mécanique du playback attaché aux instruments natifs internes de Renoise. Alors, quand je dis instruments natifs internes de Renoise, je précise ça par rapport aux autres types d'instruments qui existent et que Renoise peut gérer, notamment en termes d'autres instruments. Je fais un aparté. Les instruments MIDI, par exemple. Donc par exemple, moi, je sais que je peux piloter ou contrôler des synthétiseurs externes à Renoise qui sont reliés à mon ordinateur via interface MIDI, par exemple. Disons que j'ai un synthétiseur externe. Là, il est relié à l'interface MIDI out. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai un piano. Voilà, c'est un périphérique matériel externe. J'envoie des codes MIDI, les codes sont envoyés, les valeurs qui vont avec, les canaux et tout. Et là, donc c'est joué. Bon. Et ça, c'est une solution externe. On a des solutions externes, mais d'une nature différente. C'est-à-dire qu'on va envoyer, au lieu d'envoyer à un matériel électronique externe via code MIDI des ordres, on va piloter un logiciel qui s'appelle un plugin, qui simule le comportement d'un vrai synthétiseur. On a, donc vous le savez, on a par exemple, je sais pas, ça, je l'ai montré la dernière fois. Donc ça, c'est pas un son qui est produit par Renoise. Là, c'est ce logiciel, SQ8L, qui simule un synthétiseur très célèbre de Roland, et que donc Renoise se contente juste de demander au logiciel de bien vouloir produire le son, et le logiciel renvoie le son dans les canaux de Renoise. Mais sinon, c'est une solution, encore une fois, externe. Et ça s'appelle le plugin. Bon, ici, on est sous Windows, c'est plugin VSTI. Sous Mac, c'est Audio Unit, par exemple. Donc, encore une fois, ça, c'est un deuxième type d'instrument qui n'est pas un instrument natif interne à Renoise. L'instrument natif interne à Renoise, c'est un instrument qui apparaît ici, qui est composé de sous-échantillons qui le constituent. Et ces sous-échantillons qui le constituent sont disposés sur un clavier, on va dire virtuel, qui apparaît là en bas. Chaque échantillon, par exemple, occupe un espace entre une touche et plusieurs touches du clavier virtuel. Et en alignant comme ça les zones, on a un instrument, on va dire, qui est un peu plus réaliste. Parce que vous le savez, si par exemple un échantillon qui est joué au milieu, il est joué à peu près correctement, mais si vous le mettez, comment dire, si vous le jouez tout en bas, il va être tellement grave, tellement lent, que le son va être étouffé, le son en est complètement dénaturé. Donc il faut échantillonner des instruments à des hauteurs et des fréquences différentes, pour que au final, le son globalement soit à peu près réaliste. Donc un instrument par exemple réaliste, on va peut-être précharger l'instrument par exemple Marimba, qui est fourni avec le nouveau Renoise. C'est un instrument donc composé d'une série d'échantillons ici. C'est un instrument qui a donc été échantillonné avec un micro à des hauteurs de notes différentes. Donc par exemple, cette note-là, la note C2, ça donne ça. La note C2 dièse, ça donne ça. Bon, donc il y a quelqu'un qui s'est fait à enregistrer Marimba à des hauteurs de notes différentes, note après note. Bon, et avec ça, c'est super réaliste. Il n'y a pas d'effet de distorsion des notes là. On a vraiment quelque chose de clean, de propre, de réaliste. Bon. Donc ces échantillons, comment sont-ils disposés comme ça précisément sur le clavier virtuel? En utilisant simplement le système des keyzones. On l'avait déjà vu dans Renoise 2.8.1, on a l'habitude de s'en servir, c'est la même chose.
On a peut-être un peu plus d'espace pour manipuler tout ça. Donc là c'est une zone par exemple, la zone numéro 1 qui correspond à C2, eh ben, on a créé une zone C2. Bon. Sachez que les keyzones peuvent se recouvrir. Hein. On peut créer des keyzones superposées les unes aux autres. Mais bon, là pour que ça soit propre et que les sons ne se confondent pas les uns les autres, vous voyez, on a créé des keyzones qui ne se chevauchent pas. Et honnêtement, on a beau jouer avec cet instrument, on n'a pas le sentiment que c'est un instrument, on va dire, faux, quoi. C'est vraiment quelque chose de clean, de propre et de réaliste. Grâce à la mécanique des instruments multisamples. Multisample et multi-yelleur. Bon. Donc à chaque fois que moi je joue un sample, ici, il s'allume, vous voyez. Hop. Maintenant qu'on a revu ça, hein, l'histoire des samples, des keyzones, etc., on va aborder donc ce qu'il y a de plus typique de cette version de Renoise 3. C'est les modulations qui sont attachées au sample. Alors, vous le savez, enfin vous avez la mémoire, vous en avez souvenir probablement, mais au moment où dans les anciens Renoise, vous aviez comme ça des samples, eh bien, vous aviez la possibilité, au niveau de l'instrument, et je dis bien au niveau de l'instrument, de rattacher à chaque instrument une modulation. Une modulation concernant son volume de l'instrument, une modulation concernant son orientation stéréophonique, une modulation concernant le pitch, une modulation concernant le filtre intégré, donc c'était un filtre type low pass, high pass, band stop, band eject, un petit égaliseur, un petit module de distorsion, un petit ring mode. Donc on a la possibilité à nouveau de moduler alors tout ça, sauf que au lieu de moduler l'instrument là global, aujourd'hui on va pouvoir, si on veut, moduler plus que l'instrument global, on va pouvoir moduler finement chaque échantillon pris à part entière. Exemple. Je veux créer une modulation standard, une modulation dont vous avez l'habitude. Par exemple, la modulation du pitch par enveloppe. On l'a fait hein, dans les précédents Renoise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai double-cliqué sur enveloppe. Ça a créé quoi? Ici, un modulateur. Bon, c'est un modulateur qui ressemble aux anciens modulateurs hein, que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est très classique. Bon. Et effectivement, ça s'entend au niveau du son. Bon. Mais admettons maintenant que je veuille aussi rajouter à ce modulateur un LFO, comme il y avait dans l'ancien Renoise. Donc ici, j'ai un autre modulateur disponible qui s'appelle LFO. Voilà, c'est ça. Et là, oui, c'est un LFO qui fonctionne de façon sinusoïdale, comme dans l'ancien Renoise. On le voit là, ici. C'est mignon, c'est sympa. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un mix entre la modulation numéro 1 et la modulation numéro 2. Mais à un moment donné, ça peut devenir très complexe. Si par exemple, moi j'accélère la fréquence de la modulation, à un moment donné, je vais peut-être perdre un peu le fil, je ne sais plus trop ce que ça va donner au final. Bon. Alors pour avoir toujours un aperçu synthétique de ce que donne un ensemble de modulations chaînées les unes aux autres, parce que, grosse nouveauté, moi je peux continuer, hein, avec les modulateurs là, à gogo, là, je peux en créer 40 si je veux. Un modulateur par exemple nouveau qui s'appelle AHDSR, qui, comme son nom l'indique si bien, reprend les modulations précédentes en leur adjoignant un système de attaque, maintenance, sustain, release, tout ce qu'il y a de plus classique. HADSR, quoi, voilà. C'est tellement complexe le chaînage des modulations qu'à un moment donné, on ne sait plus ce que ça donne. Donc, les développeurs de Renoise ont intégré une fenêtre, ici, qui vous permet de voir en temps réel ce que donne le groupe de modulateurs chaînés les uns aux autres. Un peu comme on le fait sur, ici, là, les chaînes d'effets. Bon, quand on teste un son, on écoute ce que ça donne. Bon,
en voyant le résultat sur les trackscopes. Mais là, comment voir la somme de toutes les modulations en temps réel à partir de cette visualisation en bas, on voit rien. Donc c'est bien pratique d'avoir cette image globale de ce que donne une modulation dans le temps. D'accord? Et donc ça, c'est nouveau, ce chaînage-là. C'est inspiré de ce qu'on a déjà vu, mais c'est nouveau. On peut bien entendu modifier le visuel du chaînage, pour mieux vous faire comprendre ce que c'est. Donc vous avez par exemple ADSR. Bon, ça c'est plus. Si vous faites moins, c'est la même chose, mais la courbe est inversée. Vous voyez? Vous pouvez changer, faire une courbe en miroir quelque part avec ces fonctions-là, plus, moins. Après là, bon, c'est pas très clair hein, pour l'instant l'utilisation de ça. C'est-à-dire c'est moins ou c'est divisé. Bon. Alors, il faut avoir des valeurs de départ assez différentes de 0, parce qu'on est sur des opérations non pas de addition ou de soustraction, donc inverse ou positive, mais on est sur des opérations de multiplication ou de division par rapport aux valeurs ici initiales. Donc vous savez très bien, quand vous multipliez par 0, ça donne rien. D'accord? Donc les multiplications ou les divisions de valeurs de paramètres sont effectives sur des valeurs input différentes de 0. Donc on peut rajouter un LFO sur ça, par exemple, vous voyez. Et donc ça devient franchement sympatoche niveau modulation. On peut tout déphaser, vous voyez, faire vivre la modulation, ici, créer un délai à partir duquel la modulation commence à s'exprimer, comme vous le voyez ici. Et ça devient extrêmement riche, extrêmement complet. Ça peut devenir complexe, mais au moins c'est possible. Avant, ça n'était pas possible. D'accord ? Donc, contrôler le volume, le panning, le pitch, la fréquence du filtre, la résonance du filtre, d'accord, par des enveloppes qui se chaînent. Vous pouvez donc additionner des chaînes alternatives, ici. Donc, par exemple, là j'ai créé une première série de chaînes. Je crée une deuxième série de chaînes. Donc un fader par exemple, un LFO, ou l'inverse, LFO fader. Un fader peut-être avec une durée un peu plus large, voilà. Donc je fais par exemple, ici pour le sample numéro 2, je dis que je veux moduler la première partie de mon clavier de sample avec le set numéro 1, et je dis que je veux moduler la deuxième moitié de mon clavier avec le set de modulateur numéro 2. Et je dis que par exemple le dernier sample, je veux le moduler pas du tout. Et ça par exemple je supprime. Je peux finalement choisir des modulateurs alternatifs. C'est-à-dire que si celui-là me plaît pas, pour un tel ou tel sample, celui-là va me convenir. Et j'édite d'une façon extrêmement précise les modulateurs, les ensembles de chaînes de modulateurs à choisir. Avec cette touche-là. Vous voyez, ici c'est 1, ici c'est 2. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est nouveau, c'est plus cohérent, c'est flexible. Bravo à l'équipe de développement, parce que ça nécessite effectivement de rajouter quelque chose dans la table de routage des effets. Ça nécessite de surcharger chaque sample d'un set de modulateurs particulier. Donc c'est extrêmement difficile à faire, à coder, et ça marche bien, et bravo donc à Renoise. Alors, il y a aussi une troisième chose, en plus donc des keyzones, en plus des sets de modulation, on a les effets. Les effets ici, des effets qu'on peut rattacher ici
à l'instrument, mais aussi à chaque sample, comme on l'a vu pour les modulations. Alors par exemple, peut-être pas comprendre, parce que vous dites d'habitude on a un instrument, on a une chaîne d'effets là, bon je mets une disto, un délai, voilà, et je joue l'instrument dans cette piste là, et voilà, tout va bien. Pourquoi me faire chier à mettre des effets dans la section sampler? Bon. Alors la réponse est simple, c'est que pour peu que vous décidiez de jouer marimba dans la track 2 au lieu de la track 1, vous savez, vous perdez tout. C'est-à-dire que vous pouvez plus avoir exactement le même son sur marimba dans la track 2 que dans la track 1. Donc ce qui se passait souvent, c'est que on finissait par créer un instrument, créer une piste sur laquelle on met une série d'effets qui va concerner exclusivement un seul instrument. Voilà. Alors c'est beau, c'est bien, mais niveau flexibilité, on est finalement obligé de ne jouer que marimba dans cette piste-là. Alors c'est pas très pratique finalement. Ce qui serait idéal, c'est de pouvoir faire en sorte que marimba est une chaîne d'effets qui lui est attachée et qui marche indistinctement dans n'importe quelle piste et qui sonne distinctement de la même manière dans toutes les pistes. Et bah c'est ce qu'on a fini par faire pour la version 3, c'est-à-dire que par exemple je vais rajouter un flanger voilà, un flanger spécial quand même. Je rajoute un effet en plus, par exemple une disto coton. Et donc là c'est une chaîne d'effets que je suis en train de constituer. Et cette chaîne d'effets est associée aux échantillons de marimba. Et donc si par exemple moi je vais ici dans la piste 1, dans la piste 2, dans la piste 3, ça sonne pareil. Après bien sûr je peux rajouter un énième effet, par exemple, je sais pas moi, un phaser par exemple ici. Bon. Un chorus, tenez, un confilter par exemple. Non, un chorus c'est mieux. Je rajoute un chorus ici, bon. À titre exceptionnel. Mais disons que bon. La nouvelle logique que Renoise 3 vous propose, c'est vraiment de créer des échantillons qui ont leur son vraiment attitré, défini, précisé à coup d'effets DSP ici, et des échantillons qui, sans problème, pourront se jouer de manière extrêmement similaire d'une piste à l'autre. Après, en post-traitement, hein, dans une piste, si vous voulez rajouter en plus encore des effets, pourquoi pas. Mais ce seront des effets quelque part globaux, rattachés à une piste. Vous créerez donc une piste qui s'appellera plus marimba, comme vous aviez l'habitude de le faire, vous allez créer une piste qui s'appelle chorus. Pourquoi? Parce que c'est justement dans cette piste-là que, si vous le décidez, vous pourrez faire que votre marimba passe par un chorus. Hein? Vous allez créer une piste, par exemple, chorus délai, par exemple, ça sera une piste où vous aurez un chorus et autre chose, un délai. Et donc vous ferez des pistes, on va dire, globales, pour un chorus ou un délai. Et pour ce qui concerne les effets propres aux instruments, vous les laisserez dans la zone chain ici. Là. Bon. Alors, tout comme on l'a vu, qu'on pouvait encaisser, empiler les modulations, les stacker là, et avoir des modulations alternatives pour chaque sample, on va pouvoir aussi avoir des modulations, des effets alternatifs pour chaque sample aussi. C'est-à-dire que moi, si je veux par exemple faire non pas un flanger à une disto, mais par exemple, je sais pas moi, justement un chorus et un multitap délai, hein, et ben je vais pouvoir sélectionner la moitié de mon clavier virtuel de marimba et dire ah ben je veux ma chaîne numéro 2 à la place. Donc quand je suis en bas du clavier, c'est la première chaîne qui est jouée, mais quand je suis là, c'est l'alternative qui est jouée. Et tout ça sans rien définir au niveau des pistes.
C'est-à-dire que ça va se comporter haut ou bas, de manière différente. Tout va dépendre de la zone du clavier virtuel que je suis en train d'utiliser. Donc on peut créer des claviers là très très complexes. Voyez, et je peux enchaîner comme ça 50 chaînes d'effets si je veux. Et les assigner si je veux précisément à tel ou tel sample. Tel ou tel sample que je peux positionner précisément sur telle ou telle zone. Ça devient intéressant, comme vous pouvez le constater. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On avait comme problème antérieurement dans les versions d'anciennes versions de Renoise que une fois qu'on était dans le pattern editor et une fois qu'on voulait par exemple faire que par exemple que la modulation ici du pitch change. Donc là on a la modulation résonance, mais moi par exemple je veux moduler le pitch. Je veux par exemple moduler la fréquence du pitch, mais depuis le pattern, impossible. Avant, on ne pouvait pas modifier ça. On définissait une bonne fois pour toute la modulation, et puis on tenait toute la compo là-dessus. Donc, ça change aussi. En effet, ce paramètre, par exemple fréquence, va être modulable directement depuis le pattern. Alors comment on va faire? Parce qu'il y en a des paramètres, là. Il y a une chaîne, ça peut être très très long. Eh bien, Renoise 3 introduit autre chose, s'appelle les macros. Alors les macros, c'est quoi? Macros, ce sont des potards, des potentiomètres, donc c'est des knobs ronds, comme vous le voyez. Il y en a 8 maximum, et vous pouvez faire en sorte qu'un potard contrôle un ou plusieurs paramètres ici, de par exemple modulation. Exemple. Ça fonctionne exactement comme MIDI-map. Quand vous faites un MIDI-map, c'est-à-dire quand vous essayez d'assigner un contrôleur MIDI à une fonction de l'interface, c'est la même chose. Vous mappez un potard à un paramètre, donc par exemple fréquence. Je peux aussi mapper un potard au paramètre des phases. C'est-à-dire que je mappe pas seulement un paramètre, j'en mappe deux. Et comme pour les Hydra Device, je modifie le début et la fin. Je peux subtilement modifier le début et la fin. Et je peux définir une échelle. C'est comme les Hydra Device. C'est un peu la même chose. Bon, mais là, on va essayer de simplifier. Donc là, j'ai un potard. Il modifie deux paramètres. D'accord ? Donc plutôt que de me fatiguer à essayer de contrôler deux paramètres l'un après l'autre, avec ce système de macro, déjà je contrôle plusieurs paramètres en même temps, avec des amplitudes différentes. Mais cerise sur le gâteau, ici, dans l'éditeur de pattern, je me mets là par exemple, et je vais chercher un nouveau méta device, méta périphérique. Ça s'appelle instrument macro. Quand je reviens ici dans le sampler, ma macro 1, elle a un nom. Donc je vais l'appeler test 1. Non, pas rest 1, test 1. Et quand je reviens ici dans ce nouveau DSP, je m'aperçois que mes 8 macros mappables sont ici, disponibles, et que la position de mon potard ici est la même. Vous voyez ? Donc ça veut dire que moi, si je me mets à jouer, donc je vais composer un petit truc, là, la mélodie. Je bouge ici. Vous voyez ? La classe. Et bien entendu, ce genre de paramètre est automatable. Avec le bouton droit de la souris, je me permets de automater. Et on voit le potard qui bouge comme ça, tout seul, sans que je touche à rien. Donc comment je contrôle
les paramètres de modulation interne aux instruments natifs Renoise via un système de macros ici disponible. Macros qui pilotent via assignation similaire à celle qu'on trouve dans le MIDI-map, via mappage, un ou plusieurs séries de paramètres ici qui se situent dans des chaînes de modulateurs. Et on peut d'ailleurs non seulement macro-mapper des modulations pitch, on peut bien sûr macro-mapper des modulations d'effets. Par exemple, allons sur la partie, par exemple, je sais pas, chorus, multitap ou disto par exemple. Je vais mapper ici la disto. Je vais mapper le multitap, par exemple. Le montant du multitap, par exemple. Et je me retrouve, une fois le mappage terminé, j'arrête ici, à pouvoir, comme ça, sur deux chaînes complètement différentes, effectuer un mappage 2. Je le nomme comme je veux, je retourne dans ma piste et j'ai mappage 2 ici. Donc, et j'obtiens finalement deux séries différentes d'automation qui contrôlent précisément depuis le pattern les paramètres du multitap délai par exemple, les paramètres de la disto d'autre part, en temps réel. La classe à Dallas. Et il peut y en avoir enchaîné comme ça. Hein. Des effets, des mappages. Vous ne pouviez pas faire ça du tout avant, hein, notez-le. Troisièmement, c'est pas fini. C'est pas fini. Hormis le fait donc de mapper, macroifier, tout ça, vous allez pouvoir créer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on appelle des arpèges. Alors, je vous explique ce que c'est qu'un arpège. Un arpège, si vous voulez, un arpégiateur, c'est vous appuyez sur une et une seule note, et ça vous fait, au lieu de vous faire qu'une et qu'une seule note, ça vous fait carrément une mélodie, en fait. Donc la plupart des arpégiateurs se contentent de switcher d'octave, selon une rythmique qui leur est propre. Et là, on va pouvoir arpégier d'une façon extrêmement inventive. Et les arpèges, ça s'appelle des phrases chez Renoise. Pour éditer une phrase, vous éditez les phrases de l'arpège d'une façon complètement analogue à la façon dont vous avez d'éditer. C'est la même chose que l'éditeur de piste, hein, l'éditeur de pattern, sauf que c'est pas un pattern, c'est une phrase, et la plupart du temps ces phrases sont loupées sur elles-mêmes, bouclées sur elles-mêmes. Donc moi par exemple, je vais utiliser ça. Donc là, bon, j'ai tapé n'importe quoi, bon. Donc ça vous donne une espèce de rythmique, vous voyez. Alors vous pouvez, bien entendu, rajouter tous les effets dont vous avez l'habitude. Par exemple, bon là, vous pouvez rajouter des effets glide, par exemple. Par exemple, glide 20. C'est peut-être un petit peu difficile parce que vous pouvez rajouter des effets, par exemple, de volume. Vous avez panning, delay. Enfin, ça ressemble vraiment à l'éditeur de pattern standard, sauf que ça va être quelque part, quand vous allez appuyer sur des notes, au lieu que ça joue qu'une et qu'une seule note, ça va pouvoir jouer concrètement beaucoup de... une seule note va en fait enclencher une petite mélodie là, qui va tourner en boucle. Voilà, pour résumer un petit peu ce que c'est qu'un arpégiateur. Donc, je vais par exemple faire ça. On utilise les mêmes raccourcis, clavier, les mêmes méthodes d'enregistrement, à peu de choses près. Hein. Et ici, une fois que j'ai fini d'enregistrer, je fais...
là je suis en train de jouer. Et là, si je me concentre donc sur l'éditeur de pattern, c'est-à-dire que ça restera toujours en rythme, ça restera toujours en phase, mais au lieu d'avoir une note de référence C4, quelque part, j'ai des notes de référence différentes. Par exemple. Donc je ne joue rien, ça joue l'arpège en boucle. Par exemple, je peux changer, je fais quelque chose d'un peu différent. Voilà. Et pour que la notion d'arpège soit peut-être plus explicite pour vous, on peut augmenter la vitesse de l'arpège. Par exemple, au lieu d'avoir un LPB à 4, similaire à celui de la compo, on peut augmenter à 6, par exemple. On revient à l'éditeur pattern. Alors c'est moche, hein, je vous cache pas que ça aurait pu être un petit peu plus beau, mais bon, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut donner lieu à quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors pour vraiment vous démontrer à quel point c'est intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça, parce que c'est juste pour découvrir. On va aller chercher des instruments donc préconstitués, complets. Exemple celui-là, acoustique guitare, qui est magnifique. Alors bien sûr, une fois que vous allez sur acoustique guitare, vous allez voir, ça a demandé énormément de travail, mais derrière, la qualité est bluffante. Donc, comme on peut le constater, acoustique guitare est composé d'une série d'échantillonnages qui couvrent quasiment tout le clavier, puisqu'on a, vous voyez, des notes très fines. Donc il y a eu un gros travail d'échantillonnage très important. Donc ici on a énormément de samples différents. Ces samples ont été disposés sur le clavier ici, à des endroits stratégiques. Et là il a l'intérêt, chaque sample dispose effectivement de phrases, ici, et des phrases très courtes. Alors, par exemple ça. Avec des petits délais pour donner cet effet de cordes grattées, hein, de cordes grattées comme à la guitare. Donc la multiplicité des échantillonnages et leur aspect gratté est déjà très bien reproduit dans cette espèce de phrase ou d'arpège. Et donc ensuite quand on se met à jouer avec cet instrument particulier, on se retrouve avec un réalisme très intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment un instrument sympa. Et encore, bon, à l'intérieur, est-ce qu'on a... donc là, on a une définition des phrases à l'intérieur assez complète, hein. Mais est-ce qu'on a, par exemple, des effets vraiment très importants? Non. On a juste une chaîne d'effets, hein, et une seule, une reverb, un exciter et un compresseur pour aplanir un peu le son, pour qu'il soit un petit peu uniforme, et puis c'est tout. Mais ils auraient pu mettre par exemple en haut ou en bas des chaînes d'effets diverses et variées, s'ils avaient voulu. Ça n'aurait pas été si gourmand que ça en ressources. Exemple, si on regarde le comportement CPU, 5%. 5% seulement. Alors que vous connaissez des programmes, des plugins notamment VST, bon, je veux pas faire de pub, mais bon, qui simulent effectivement des bruits de cordes de guitare frottées et grattées, vous en avez pour 25%, rien qu'un seul instrument plugin. Donc là on voit effectivement le truc hyper optimisé, ça reste en interne, ça reste de la tambouille interne à Renoise. Bon. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ce qu'on fait avec ce genre
de logique. Donc par exemple, troisième exemple. Donc horn, hein, c'est un instrument French horn, très probablement. C'est un instrument donc à vent, bon, français, doté de quelques effets. Les modulations par contre qui sont rattachées sont très basiques. Un petit filtre, mais vraiment quelque chose de pas terrible. Des formes d'ondes par contre échantillonnées d'une façon très précise. Et disposées donc sur le clavier virtuel, voilà, en zone particulièrement bien délimitées les unes des autres sans recouvrement possible. Mais pas de phrases, hein, pour le coup. Alors vous allez trouver hein, effectivement des instruments divers et variés. Par exemple des instruments qui vous permettent de jouer avec la basse, mais sur la partie basse du clavier, les phrases de l'arpégiateur ont été limitées à la partie basse du clavier, comme vous le voyez ici, sur cette zone-là. Et comme toute basse, elle dispose en plus de macros intégrés, qui vous permettront ensuite, une fois dans l'éditeur de pattern, via le DSP Instrument Macro, de faire bouger la basse, hein, de la faire morpher, de la faire évoluer, de lui donner sa petite touche acide avec la résonance par exemple, rajouter des petits clics qu'il y a à l'intérieur. Ce système de macro va vous permettre une espèce de fluidité, enfin une espèce de simplification à outrance de la façon dont vos musiques sont gérées ou sont présentées depuis l'éditeur de pattern. Quand vous voudrez rentrer dans la complexité d'un instrument, bah, vous pourrez y aller, mais en rentrant dans l'instrument, finalement. Donc, la nouvelle version de Renoise est fournie avec vraiment des kits alors de batterie plus complets, par exemple. Est fournie avec des kits que je trouve très bien. Et là, vous avez même des rythmes tout près, ici. Donc quelque part, vous jouez avec les rythmes ici à titre unique, précis, et pour ce qui concerne des rythmes préfabriqués, vous pouvez les stocker ici, tout simplement dans vos phrases. Par exemple, ça c'est un rythme préfabriqué stocké dans une phrase, tout bêtement. Et tout est toujours effectivement modulable par système de macro. On peut modifier par exemple le clap, tel ou tel effet sur le clap via macro, et chaque macro peut être appelé depuis l'éditeur de pattern, et donc finalement imaginons que dans le mixeur vous ayez à mixer quelque chose, vous mixez les faders ici globaux verticaux pour le volume, et chaque piste par exemple vous aurez ici dans le mixeur la modulation de vos macros, hein. Donc on aura des macros ici en fait, on n'aura plus trop les effets du sample. Ça sera plus simple à lire qu'une chaîne longue comme le bras, un truc incompréhensible hyper chargé. Donc voilà au fond présenté globalement, parce que on pourrait parler plus précisément des petites fonctions, notamment comment au niveau du playback, au niveau des keyzones notamment. Les samples qui se chevauchent sont joués en cycle, de façon aléatoire. Enfin, on pourrait parler plus longuement hein, de toutes ces sous-fonctions, mais vraiment je voulais vous présenter ce qu'il y a de plus notable dans le système, le cœur du playback, la nouvelle mécanique de Renoise, hein, ce sampler intégré qui devient très performant, très complexe, et qui dispose de sources d'effets et de modulation, non plus par instrument mais par sample. C'est la grosse nouveauté. Et donc dans le prochain tutoriel on verra tout le reste, hein, tous les nouveaux ajouts, les ajouts subsidiaires qui se sont rajoutés en plus déjà de ça, notamment donc les nouveaux effets DSP, le convolver et le fameux doofer. Le doofer qui est aussi un truc très bien que vous allez apprécier et qui va beaucoup simplifier vos chaînes. A bientôt pour un nouveau tutoriel Renoise.